RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Valérie Boyer. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice des Républicains, des Bouches-du-Rhône. Donc merci pour avoir accepté notre invitation. La France a donc un nouveau Premier ministre depuis jeudi dernier en la personne de Michel Barnier. Aviez-vous imaginé ce scénario, c'est-à-dire passer par une dissolution pour finalement prendre un des vôtres ? Non, mais je pense que c'est un bon choix, mais c'est surtout, d'abord, c'est le choix de la compétence, c'est le choix aussi d'une personne qui est posée, raisonnable, qui n'est pas dans les sbrouves, qui n'est pas dans la com, mais qui est pas là pour plaire, mais qui est là pour faire. Donc, je pense que c'est un bon choix pour la France. Et c'est probablement une personnalité qui est en capacité de réconcilier les Français et de réconcilier les partis, mais avant tout les Français. Parce que je crois qu'il incarne du sérieux. J'ai même lu que c'était le retour de la France. En tout cas, c'est le retour de l'élégance, ça c'est sûr. Mais aussi quelqu'un pour qui les principes du gaullisme, à la fois, j'allais dire, de la rigueur, mais du social, et aussi la valeur travail est au centre de son action. Et c'est quelqu'un qui est profondément enraciné aussi, puisqu'il vient de la Savoie. Il a beaucoup travaillé sur son territoire. Il connaît parfaitement la machine institutionnelle française. Il connaît parfaitement la machine européenne. Et tout le monde loue ses talents de négociateur, puisque on se souvient que ça a été lui qui a négocié le Brexit et qui a fait en sorte que l'Angleterre ne nous impose pas ses choix. Oui, qui était dans le fond de profiter, de quitter l'Union européenne et de profiter, de continuer de profiter des avantages. Voilà. Il ne s'est pas laissé tordre le bras. Pas du tout. Il a même inventé une méthode qui est apprise dans les écoles qui s'appelle la méthode Barnier. C'est-à-dire celle de la transparence et le fait de s'adresser à tous avec respect. Et je crois que ça a porté ses fruits. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir dans son action de Premier ministre, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui j'ai récemment eu le plaisir de travailler, puisque je l'avais soutenu pour la primaire des Républicains. Et effectivement, j'avais trouvé une personne particulièrement calme, déterminée, qui a de solides convictions, et qui a, j'allais dire, ancré au fond de lui les valeurs de la République. Et c'est aussi le retour de la Constitution avec lui, donc c'est quand même bien, ça aussi. Alors, est-ce que vous croyez que Michel Barnier va pouvoir vraiment mettre un programme de gouvernement en œuvre, ou est-ce qu'il ne va pas plutôt être obligé d'être sans cesse dans la recherche d'un compromis pour éviter la censure ? D'abord, qu'il y ait censure ou pas, il n'y a pas de dissolution, donc pendant un an. C'est les institutions qui veulent ça, dans cette, dans cette situation un peu baroque dans laquelle Emmanuel Macron nous a plongés. Écoutez, c'est au parti... Vous voulez dire de dissolution, pas de censure ? De dissolution, oui. De dissolution, pour arriver au résultat totalement opposé à ce qu'il escomptait. Mais c'est toujours ça quand on prend des décisions sous le coup de la colère. Qui est toujours mauvaise conseillère. Mais en l'occurrence, je pense que Michel Barnier a une personnalité qui permet de parler à tous, d'être respecté de tous. Maintenant, charge au parti, à l'Assemblée nationale et au Sénat, d'être raisonnable, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On est sous le coup d'une procédure de redressement de la part de Bruxelles. Alors on en reparlera, mais d'un point de vue arithmétique aujourd'hui, donc à l'Assemblée, Michel Barnier ne risque pas la censure tant qu'il aura le soutien de la droite, du camp présidentiel et du Rassemblement national. Est-ce que ça, c'est tenable ? C'est tenable sur des projets. J'espère qu'il aura aussi le soutien d'une partie de la gauche sur certains projets. Pourquoi des choses qui vont dans le bon sens ne permettraient pas d'être votées par la plupart des parlementaires ? Je rappelle qu'il a le Sénat aussi, qu'il soutient.
dans la mesure où c'est un soutien avec conditions, parce que vous savez très bien que les Républicains ont posé un pacte législatif. Dans ce pacte législatif, il y a différentes mesures et nous souhaitons faire en sorte que ces mesures d'urgence et consensuelles puissent être appliquées. Oui, je crois que si Michel Barnier arrive à travailler, mais ça dépend du président de la République, et je pense pourtant que c'est l'intérêt du président de la République, en respectant l'article 20 de la Constitution, c'est-à-dire que c'est le Premier ministre qui mène la politique du gouvernement, je pense qu'il peut y arriver. Tous les Français et les hommes et les femmes politiques raisonnables de ce pays ont envie que les choses avancent sur la dette, sur la fiscalité, sur la sécurité, sur l'immigration. Le tout étant lié, bien évidemment. Sur ces sujets-là, il faut qu'on trouve des outils qui nous permettent d'avancer. Alors, il a dit à Gérard Larcher, le président du Sénat, il a dit « Je serai un président qui préside, j'étais un président qui gouverne ». Donc ça veut dire que, en gros, il va se caler plutôt sur la politique étrangère et qu'il va laisser Michel Barnier gouverner et mener la barque du gouvernement. Emmanuel Macron nous dit qu'il a changé. On verra, mais je pense que s'il veut terminer son quinquennat, il a intérêt aussi à avoir de la stabilité. Et la politique du gouvernement, alors c'est vrai qu'il y a le domaine réservé du président de la République, défense et affaires étrangères, mais sur certains dossiers, il faudra travailler avec le président de la République, parce que affaires étrangères, si on veut revoir par exemple les traités qui nous lient à certains pays qui sont pourvoyeurs de beaucoup d'immigration, il faudra le faire avec le président de la République. Donc il y a des choses qui ne pourront pas, pour lesquels le président de la République devra aussi s'impliquer. Néanmoins, je pense que notre nouveau Premier ministre, Michel Barnier, a tout à fait les capacités pour négocier et trouver les voies pour faire avancer la France. Juste une question, vous parliez d'immigration. Là, il y a une polémique, justement, parce qu'il a été question, enfin, l'idée est sortie d'un ministère de l'immigration, dont on parle à chaque fois, quand la droite revient. Est-ce que il faut un ministère de l'éducation ? De l'immigration. De l'immigration. Oui, ou peut-être de l'instruction, d'ailleurs, plutôt de l'éducation. C'est une autre polémique. De l'immigration. C'est une autre polémique. Il faut traiter le sujet. Peu importe la façon dont ça se passe. Non, mais est-ce que ça doit passer par un ministère ? Mais franchement, ça, c'est dans la main de Michel Barnier. L'important, c'est de traiter le sujet. Il y a trop de souffrance en France et en Europe, parce que l'Europe est en train de se fracasser aussi sur la dette, mais aussi sur l'immigration. Ce sujet, il est majeur, il arrive sur le podium des préoccupations de tous les Français et de tous les Européens, que ce soit au Danemark, qui a pris des mesures drastiques, ou en Allemagne, qui récemment a redécouvert qu'il pouvait y avoir des frontières. D'ailleurs, entre parenthèses, ce qui est possible pour l'Allemagne, pourquoi ce ne serait pas possible pour la France ? Mais bon, posons ça là. Donc, ce sujet, il a été majeur pour l'Angleterre, puisque le Brexit est lié au problème de l'immigration. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Michel Barnier. Si on ne traite pas du sujet de l'immigration, s'il n'y a pas de moratoire sur l'immigration, il souhaite aussi un référendum, il souhaitait un référendum, eh bien, on aura un nouveau Brexit. Ça a été majeur en Italie. Donc, on voit bien que ce sujet, il est fondamental. Alors, maintenant que certains aient des pudeurs de gazelle pour dire ministère de l'immigration ou pas, je vais vous dire, peu importe. L'important, c'est que le sujet soit traité. Et moi, je fais confiance à Michel Barnier pour avancer là-dessus. Alors, on verra s'il y aura un ministre de l'immigration. Mais en attendant, justement, l'une des premières difficultés que Michel Barnier doit relever, c'est précisément de former un gouvernement. Selon vous, à quoi devrait-il ressembler ce gouvernement ? Est-ce que Michel Barnier doit essayer d'y intégrer, d'y inclure le maximum de composantes de l'échiquier politique français ? Là, nous, on est peut-être préoccupés par un casting pluriel. Je pense que ce qui intéresse nos compatriotes, qui ont envoyé un message quand même assez surprenant lors des dernières élections législatives, puisqu'il n'y a pas de majorité, il y a même des messages parfois contradictoires, c'est qu'on traite les sujets. Donc, moi, je n'ai pas
à dire qui il faut, qui il ne faut pas. J'ai cru comme vous, j'ai lu comme vous que le président de la République souhaitait garder certains ministres de son domaine particulier. Je ne sais pas comment il s'accordera avec Michel Barnier, mais si Michel Barnier a une idée en tête, ou plusieurs, je pense qu'il les mettra en œuvre, parce que c'est quelqu'un qu'on dit volontaire, et ses détracteurs disent qu'il est têtu. Je pense qu'il a plutôt de la volonté et de la conviction. Mais est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, un représentant du Rassemblement national au gouvernement, ou est-ce que ça serait un casus belli majeur, notamment, par exemple, François Bayrou, par exemple, pour le camp présidentiel? Écoutez, c'est à eux de répondre. Ouais. Moi, je pense que c'est le groupe le plus important, et la présidente de l'Assemblée nationale vient de le redire, à l'Assemblée nationale. On va voir comment les forces se recomposent ou comment elles se composent. Et c'est le Front National qui a dit qu'il ne souhaitait pas participer au gouvernement. Hein. Mais parce que justement, certains disent que dans le fond, Marine Le Pen a été la faiseuse de roi, c'est-à-dire qu'elle a empêché en quelque sorte Xavier Bertrand d'accéder à Matignon, tout comme Bernard Cazeneuve, puisqu'elle a brandi la menace d'une motion de censure. Est-ce que Michel Barnier, dans le fond, ne va pas être pris entre les mâchoires du Rassemblement national? Est-ce que dans ce cas-là, ça veut dire, est-ce qu'il faut qu'il fasse une partie de sa politique pour, en quelque sorte, montrer aux Français que, le 11 millions de Français ont été écoutés, ou au contraire, il faut les prendre dans le gouvernement, un ou deux, pour montrer que, voilà, ils sont écoutés. Alors, sur le casting, j'ai rien de particulier à dire. Ça dépendra de ce que souhaite le Rassemblement national. Parce que pour l'instant, il a dit non, il a fermé la porte. National au et de ce que souhaite Michel Barnier et toute l'équipe avec laquelle il va travailler. En revanche, je suis persuadée que sur le sujet qui est majeur et qui est le drapeau du Front National, qui est celui de l'immigration, il y a 70% des Français, tous bords confondus, qui veulent que cette question soit traitée. Donc cette question, elle doit être traitée. Donc tenons-nous-en aux actions, arrêtons la com', arrêtons les castings. On a vu que ça n'a pas porté chance à Emmanuel Macron d'être dans la communication, le casting. Et prenons des personnes à la fois compétentes et qui permettent d'avancer. Oui, mais sur les personnes représentent des idées, c'est ça que je veux dire. Les idées, c'est le Premier ministre, c'est le Premier ministre qui les insufflera. Nous, chez les Républicains, on a déposé un pacte législatif. En fonction du pacte législatif, on soutiendra ou pas ces idées, bien évidemment. Le pacte législatif comporte des idées qui sont à même d'être voté par les assemblées. Vous avez évoqué tout à l'heure la dimension européenne de Michel Barnier. Il a été à 2 reprises commissaire européen. Est-ce que vous pensez que c'est un atout au moment où nos comptes publics sont gravement dans le rouge et où la France est en effet, vous l'avez rappelé tout à l'heure, sous le coup d'une procédure pour déficit excessif de la part de la Commission européenne? Quand on l'entend beaucoup dire que c'est une chance, que c'est un atout. Pourquoi ? Parce qu'il peut rassurer, mais enfin, il ne va pas demander des petits arrangements, a priori. Non, déjà, on a demandé un petit délai. Hein, oui. Je vous avais vu qu'on a demandé un délai. Oui, je pense que c'est un atout parce que... c'est quelqu'un qui sait négocier. C'est pas quelqu'un qui va aller braquer ses interlocuteurs européens. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui est connu. C'est quelqu'un qui va aller très très vite aussi dans les rouages de toutes les procédures et qui va savoir plaider la cause de la France. Par contre, c'est vrai, ce qui n'est pas un atout pour la France, c'est la situation économique et budgétaire dans laquelle on se trouve. Ça, c'est une réalité. Mais il devra bien faire face à ça. Et le fait qu'il connaisse parfaitement la politique nationale et internationale, je crois que sur l'échiquier, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient autant de cordes à son arc, si je puis dire, pour pouvoir agir de façon concrète sur le mur de la dette que nous avons devant nous. En tout cas, connaître les arcanes. Connaître les arcanes et puis être familier de tous ces sujets. Mario Draghi, l'ex-président italien de la Banque Centrale Européenne, a remis un rapport très alarmiste et inquiétant sur la compétitivité. Il recommande un investissement à
additionnel de 800 milliards d'euros de l'économie, pour lutter contre le déclin de l'Europe. Il dit que c'est la première fois depuis la guerre froide qu'on doit vraiment s'inquiéter pour notre survie. En clair, il faut investir. Est-ce qu'il doit être entendu, ou son rapport, commandé d'ailleurs par von der Leyen, va être remis dans un tiroir sans qu'on se préoccupe de quoi que ce soit? A-t-il raison? Qu'il soit entendu, j'en doute pas, puisqu'on en parle aujourd'hui. Mais c'est vrai que l'innovation, c'est au cœur de la compétitivité, de la compétition de tous les pays, où qu'ils soient, et quels qu'ils soient. Je pense qu'effectivement, le chiffre de 800 milliards semble absolument astronomique, surtout compte tenu de la dette qui est la nôtre. Même à l'échelle de l'Union européenne ? Même au sein de l'Union européenne, il y a beaucoup de pays endettés, pas à hauteur de la France, heureusement pour eux, mais quand même. En revanche, je pense que ce n'est pas simplement une politique d'investissement pour l'innovation qu'il faut. C'est peut-être aussi changer de paradigme au sein de l'Union européenne, puisque tous les pays souffrent des mêmes maux. Celui de l'immigration, par exemple, qui fracture l'Union européenne, mais qui fracture tous les pays d'Europe. Ils souffrent des maux de l'insécurité. Il n'y a pas de coordination sur notre politique internationale, et surtout, nous n'avons pas de protection pour notre innovation aujourd'hui, ni pour nos marchés. Alors, c'est peut-être tout ça qu'il va falloir revoir, sans aller dans une politique protectionniste, mais j'ai l'impression qu'on redécouvre le terme de frontière aussi bien en France que au sein de l'Union européenne. Investir, oui, mais se protéger et faire en sorte qu'on soit cohérent, par exemple, sur la politique énergétique, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui, puisque, en plus de nos propres incohérences, on a quand même subi des coups de boutoir de l'Allemagne qui n'a pas voulu nous laisser notre avantage compétitif. Donc, je crois qu'il y a tout ça aussi qui est à revoir sur chaque pays, qui doit peut-être faire son introspection sur l'innovation. Et entre-temps, il y a eu la guerre en Ukraine. Et puis, exactement, mais aussi chaque pays qui doit pouvoir régler tous les problèmes qu'il a en termes d'éducation. Roselyne, vous disiez au tout début de cette émission, vous demandait si vous vous attendiez à ce scénario de voir un Premier ministre issu de votre famille politique à l'issue d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Vous avez répondu que non. Est-ce que cette séquence politique que nous vivons donc mathématique, avec Michel Barnier, cette séquence politique que nous vivons avec Michel Barnier à Matignon, est-ce que ça pourrait être, d'une certaine manière, une forme de résurrection des LR, des Républicains ? Je pense que on n'est pas... on est pour ressusciter, il faut être mort. Je pense qu'on n'est absolument pas mort. J'ai dit une forme de résurrection. Voilà, on oublie qu'au Sénat, par exemple, nous sommes majoritaires avec la droite et le centre. Vous étiez un peu très en réanimation, on va dire. Voilà, c'est vrai qu'on n'était pas en forme sur le plan à l'Assemblée nationale, mais vous voyez que c'est quand même au sein des Républicains qu'on trouve les ressources humaines aujourd'hui et les hommes d'État, comme Michel Barnier. Merci Valérie Boyer. Merci beaucoup Valérie Boyer, merci d'être venue, merci Frédéric, et un grand merci aussi à Flore Simon et Camille Néran pour avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique. Merci. Merci, bonsoir.